Alors c'est un roman qui s'intitule Un monde sans rivage et qui est parti en fait d'une série de photographies que j'ai découvertes dans un musée il y a quelques années. Des photographies sauvées miraculeusement dans les années 30, plus de 30 ans après la disparition de ceux qui les avaient prises. C'est des traces d'une expédition polaire qui a eu lieu en 1897 de 3 Suédois qui sont partis en ballon pour tenter d'atteindre le pôle Nord en ballon, ou en tout cas de survoler et de marquer la présence de l'homme au pôle Nord. Et ils ont disparu mystérieusement. Pendant 30 ans, on les a cherchés, 33 ans même. Ça a alimenté les rumeurs, les légendes, jusqu'à ce qu'un baleinier, par hasard, retrouve sur une île très très lointaine, à Kvitoja, qui est vraiment l'île la plus au nord du monde, leur campement, leur corps, et aussi des pellicules photographiques qui ont été miraculeusement développées, puisqu'elles étaient évidemment très, très endommagées. Mais on a pu en tirer des images. Des images qui sont parcellaires, qui sont sombres, qui sont abîmées, mais qui sont aussi vraiment, je pense que c'est ça qu'elles ont aussi d'assez émouvant, qui sont aussi vraiment la trace du paysage, la trace de ce nord, de cette glace, de ce froid, qui a marqué physiquement vraiment ces images. Donc on y découvre à la fois les traces de ces hommes, qui, quelques mois, puis quelques semaines, puis quelques jours avant leur mort, avant leur disparition. Donc c'est vraiment des photos spectrales, fantomatiques. Et en même temps, leur survivance aussi, puisque malgré tout, et pendant leur errance, donc ils vont errer en fait 3 mois sur la banquise, et pendant ces 3 mois, ne vont cesser de se photographier. Et au lieu de faire ce qu'ils auraient voulu faire, c'est-à-dire voir le monde de haut, le cartographier, faire les premières photos aériennes du Grand Nord, ils vont se retrouver au sol, à ras du sol, avec leurs pauvres moyens de 3 hommes seuls sur la banquise. Et l'appareil va finalement faire presque l'inverse de ce qu'il était censé faire. Il va documenter leur vie quotidienne, il va leur servir de compagnon, de regard extérieur, parce que c'est aussi un lien qu'ils essayent de maintenir avec ceux qui sont restés à terre et aussi finalement avec nous, avec le futur. C'est des photos qui m'ont énormément émue, sans doute aussi pour ça, parce qu'on sent ce lien qu'ils essayent de tirer, même au plus loin, au plus froid, au plus profond de leur solitude. Et j'ai cherché, j'ai lu aussi leurs journaux d'expédition qu'on a retrouvés au même endroit, dans leur campement, sur leur campement. Et ces journaux racontent aussi leur vision des choses, décrivent le paysage. Ils continuent jusqu'au bout à s'émerveiller de choses qu'ils découvrent, de la couleur des plumes des oiseaux, de la banquise, de la neige, de la texture de la neige. C'est des notes évidemment de scientifiques, c'est pas des poètes, mais il y a quelque chose de très poétique dans cet acharnement jusqu'au bout, à continuer à regarder en fait, à observer et à saisir des choses du paysage. À partir de ces images et de ces écrits, ce texte est petit à petit devenu un roman, parce que j'ai essayé aussi de chercher des personnages, de chercher ces hommes-là qui ils avaient pu être, aussi dans leur vie d'avant, comment ils ont affronté cette épreuve-là, mais aussi qu'est-ce qui les a poussés à entreprendre ce voyage complètement fou. Ce qu'ils ont laissé à terre aussi, puisqu'il y a notamment l'un des 3, le photographe Niels Strindberg, qui avait une fiancée qui elle-même a traversé aussi son attente, sa solitude, en restant à terre. Et ils ont commencé comme ça à exister de plus en plus. Ce livre, il raconte aussi ça, comment ça se construit petit à petit, comment on arrive petit à petit, comment on essaye en tout cas, de saisir comme ça quelque chose de physique, quelque chose d'humain aussi, à travers les documents, à travers les archives, à travers le temps qui passe. Et ce qui m'a intéressée aussi, et ce que j'ai essayé de creuser dans ce livre, c'est tout un rapport au monde qui était aussi le leur à l'orée du XXe siècle, où on est comme ça dans une espèce de frénésie, d'appétit, de saisissement du monde. On veut cartographier, on veut dominer, on veut posséder, on veut découvrir aussi bien sûr. Et cette faim, cet appétit, il donne aussi ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le rapport au monde qui est le nôtre aujourd'hui. Et finalement, ces 3 hommes-là font partie de ceux qui ont participé à cette grande entreprise d'apprivoisement du monde, de cartographie du monde. Sauf qu'eux n'ont pas réussi. Et c'est aussi ça que je trouve très émouvant dans leur histoire, c'est qu'ils sont comme ça dans une volonté de possession et de domination quelque part, et ils vont se retrouver eux-mêmes pris par le paysage et perdus.
Et c'est leur échec aussi qui en fait, pour moi, des personnages extrêmement émouvants. Ce livre, ça a été aussi l'occasion d'approcher ce paysage-là, d'aller dans le Grand Nord, ou en tout cas à l'endroit le plus au nord ou que j'ai pu atteindre, et de constater aussi les transformations, les métamorphoses de ce paysage-là. Donc c'est vrai que c'est l'histoire d'une disparition, c'est l'histoire de la disparition de 3 hommes et de leur disparition progressive et lente, et comment leur disparition va impressionner l'image aussi, va être visible à l'image. Et c'est aussi l'histoire de la disparition, ou en tout cas de la métamorphose de tout un paysage. Aube, 22 août 1897. Il arrive qu'ils se lèvent, marchent et oublient. Ce qu'ils ont déjà subi comme ce qui va advenir, oublient d'être raisonnables, cessent d'écouter leur corps, ou plutôt modifient soudain l'écoute qu'ils lui prêtent. Le paysage alors les ronge sans douleur, juste une main ferme qui leur serre le cœur, la sensation déjà lointaine de l'archet contre le violon. Dans ces moments-là, ils ne sont plus des conquérants, même plus des explorateurs. Leur viennent des mots inattendus, émerveillés, pour décrire ce qui les entoure. Ce matin, par exemple, écouter les craquements de la glace, se laisser mener par elle, et d'un coup, tout est fluide. L'eau d'un bleu si dense qui court entre les plaques, une source vive et neuve, pure comme les cristaux de sel qui essaiment sur leur peau. Ils sont lavés alors, jusqu'au tréfonds d'eux-mêmes. Cela se produit plus souvent quand l'un d'entre eux est seul, quand il n'a plus sous les yeux les autres pour reconnaître dans leur visage ses yeux fiévreux, son front brûlé. Tous 3 maintenant, ils sont les mêmes.